Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Jean-Baptiste Duzard-Marquet. Bonjour Julien. Je te dis, c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est un peu bête de dire le nom de famille comme ça quand on se présente, mais à la fois, vous commencez à être un petit paquet à la nef, donc je me dis que le fait de donner le nom de famille, ça permet de voir exactement qui on a dans les oreilles, voilà, parce que cet exercice de voyage en 2030 glorieuse auquel on va s'adonner aujourd'hui, c'est un exercice que moi, je fais depuis plusieurs années maintenant, depuis 4 ans. Là, on va bientôt terminer cette nouvelle saison et le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la Nef depuis 3 saisons. J'ai eu l'occasion comme ça d'animer un voyage en 2030 Glorieuse pour les salariés de la Nef l'année dernière, puisque c'est une dérivée de ce format prospectiviste de l'interview qui a découlé dans un atelier de libération des imaginaires. Et avec l'équipe com, là, il y a quelques temps, on s'est dit, tiens, et si on mettait pas au service les 2030 Glorieuses de l'équipe salariée pour qu'elles se rencontrent, qu'elles se connaissent mieux, qu'elles abordent des sujets et donc découvrent des facettes des uns, des unes, des autres, un peu différemment de ce qu'on aurait l'habitude de communiquer, de discuter à la machine à café. Donc voilà, c'est l'occasion de faire cet exercice. Jean-Baptiste, je suis très content de t'accueillir. Toi, tu es banquier itinérant à Valence et dans sa région. On en reparlera peut-être. Mais tu vois, pour entrer dans le vif du sujet, imaginons qu'on se connaisse pas, en l'occurrence c'est bien le cas, mais que vraiment on se connaisse pas et que on soit à un événement complètement anonyme et arrive la fameuse question, alors toi tu fais quoi dans la vie, tu réponds quoi en général? Alors généralement à cette question, j'aime pas répondre par mon métier parce que j'ai connu une période de chômage et du coup c'est toujours quelque chose qui m'a gêné de se définir uniquement par son métier ou par les études qu'on a fait. Donc généralement je parle plutôt de mes passions, sachant que moi j'ai 2 passions importantes pour moi qui sont l'apiculture. J'ai été formé pour être apiculteur amateur. J'ai suivi un parcours de 3 ans de formation et j'ai eu jusqu'à 50 ruches. Ça a été, c'est encore une passion et j'aimerais m'y remettre maintenant que je suis de retour plutôt depuis que je suis dans la Drôme et que je vais avoir des possibilités d'installer des ruches. Et l'autre passion que j'ai, c'est le vélo. Je fais tous mes déplacements à vélo et passionné de vélo mobilité. Je note quand même qu'il y a un vrai fil conducteur chez les salariés de la Nef, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants en général du coup, parce que on parlait de cheval juste avant avec Clara, parce qu'on a enregistré en fait cette interview en même temps que d'autres, enfin les unes après les autres, mais avec Victor, il y a quelques temps, on parlait de vélo aussi à Lyon et on partage cette passion en commun. Donc à chaque fois, c'est des gens qui sont quand même avec des passions qui sont vraiment marquées, qui osent s'écouter, qui osent donner de la place à leur vibration intérieure, j'allais dire, c'est important, hein, et t'as raison, on n'est pas que des métiers. Et à la fois, j'ai l'impression qu'en plus de donner de la place à des passions qui peuvent parfois nous dévorer, mais en tout cas qui nous remplissent, tu t'es pas dit que c'était suffisant pour derrière avaler la pilule d'un métier qui aurait pas de sens et qui te donnerait juste accès à un peu de pouvoir d'achat. Tu t'es dit que tu allais être banquier itinérant. Pourquoi c'est quelque chose d'important pour toi et comment ça te permet de mettre en avant des valeurs qui te sont chères? J'ai réfléchi à haute voix. Ça me Ouais, ou peut-être que c'est juste un métier qui te permet de gagner de l'argent et puis tu t'en fous de la nef, hein. Ça me va aussi comme réponse. J'avoue que c'est un peu moins attendu, quoi, c'est Non, sûr. mais pour te dire, moi, la nef, j'y suis arrivé par hasard parce que j'étais à Sciences Po Grenoble
Le précédent stagiaire donc l'année au-dessus de moi, le précédent stagiaire de la nef était venu présenter la nef et vraiment je suis tombé des nues en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette coopérative qui ose parler d'argent dans le milieu de l'ESS où pour le coup ça restait encore un sujet tabou, on n'osait pas parler d'argent et je me disais ben on ose prononcer ce mot-là parce que l'argent est ce qui permet le lien entre les hommes. Alors c'était le slogan de la nef pour que l'argent relie les hommes, mais moi c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué et fait vibrer. Et de fil en aiguille, du coup, sur l'année suivante, quand il a fallu que je trouve un stage, c'est naturellement que je me suis dit, bah, je vais demander à la nef. J'ai été pris et moi, ça a toujours été un projet passion, la nef, dans le sens où je me suis toujours vu, là, je vais vous livrer un secret, mais je me suis toujours vu être le chargé de crédit de la nef à Lyon. Et ça, je te dis ça en 2012, quand j'étais en stage. Euh, voilà, c'était mon objectif et je peux dire que j'y suis arrivé puisque j'ai été le banquier itinérant de la nef à Lyon, donc du siège, pendant presque 6 ans. Voilà, moi la nef ça a été un projet coup de cœur. J'ai fait le choix entre mon stage et mon retour à la nef de faire une incartade à France Active parce que je voulais découvrir autre chose. Mais en tout cas, moi la nef c'était ouais, vraiment un projet coup de cœur et parce que je trouve que l'argent doit bien être un moyen au service de plus de solidarité, plus de sens euh, et participer à une économie vertueuse. Donc j'y suis très attaché à ce projet de la nef. Et pour reboucler avec le métier de banquier itinérant, et ce que je trouve particulièrement chouette dans le métier et l'autonomie qu'on nous laisse à la nef, c'est qu'on a la possibilité de se concentrer sur les secteurs passion. C'est vrai que moi, mon métier, ça va être d'aller chercher des emprunteurs pour leur proposer des placements ou leur octroyer des crédits. Mais j'ai aussi la liberté de me dire, bah, j'ai envie de creuser ce sujet. Et c'est comme ça, par exemple, qu'avec Victor, effectivement, on a la même passion et c'est pas par hasard qu'on s'est retrouvés tous les deux à prospecter sur le marché du vélo à Lyon et qu'on a rencontré plein d'acteurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plein d'entreprises en portefeuille sur le secteur du vélo. C'est parce qu'on avait cette passion-là et qu'on avait la liberté de l'exprimer et de travailler un peu plus ce sujet. Et pareil pour l'apiculture. Moi, je me souviens que très récemment, je viens d'accompagner même il y a du coup 7 ans, quand je suis revenu à la nef, j'avais un poste de chargé de microcrédit et j'avais accompagné une apicultrice qui faisait de la gelée royale dans le Vaucluse. Et quand j'ai repris le portefeuille Dromardèche-Vaucluse, là, donc depuis le mois de juillet, je suis retombé sur cette apicultrice qui est revenue me voir en me disant, bah voilà, j'ai fini mon prêt. Là, j'ai besoin d'un nouveau prêt plus important pour agrandir ma miellerie. Et ben, je dois dire que pour elle, j'ai posé le crayon et je me suis concentré à fond sur son projet parce que je trouve elle fait un métier fantastique et que si moi je peux l'aider juste sur ma partie de la question du financement, bah, c'est avec plaisir. Et donc voilà, je trouve ça hyper chouette à la nef qu'on nous laisse cette liberté de pouvoir prendre ses passions et les faire se rencontrer avec le projet de la nef. Et donc là, tu cherches le projet cyclable de passion que tu vas financer autour de Valence. Tu as forcément vu passer l'initiative à Clermont, hein, c'est ça, de Distance et de Victoire Cycle qui font des vélos sur mesure en acier. Peut-être que tu as entendu parler de Gastabois ou Gastabois, je sais pas comment le dire, du gars qui fait des vélos en utilisant différentes essences de bois. Tu cherches un peu des choses comme ça ou pas du tout? Oui, oui, oui. Moi, j'y suis hyper attentif. Cycle Victoire, ça aussi, je l'ai eu en portefeuille à un moment et c'est vrai que c'est un projet qui est assez incroyable et qui est très emblématique pour le vélo en France et le retour d'un savoir-faire unique qu'on avait perdu de refaire des vélos en France. Donc oui, je suis à l'écoute de toutes ces initiatives et de tout ce qu'on peut voir. C'était un peu ma crainte en déménageant à Valence de perdre tout ce foisonnement d'initiatives qu'il peut y avoir à Lyon. Mais à peine arrivé, j'ai quand même réussi à avoir un projet de magasin de vélo qui allait s'implanter. Donc je suis assez content de la dynamique et je pense que les villes de taille moyenne vont devoir suivre le parcours des métropoles comme Lyon ou comme Paris
qui font de plus en plus de place au vélo. Et du coup, je pense que la problématique vélo-mobilité dans des villes comme Valence va arriver de plus en plus. Bon, bah c'est bien, j'ai la vie facile avec toi, Jean-Baptiste, parce qu'en fait, tu t'auto-poses les questions que j'avais prévu de te poser, donc je vois que le déroulé de la pensée est hyper fluide et on fait ce voyage en demi-30 glorieuses comme si c'était naturel, donc merci. Tu me permets de me rendre compte de mon obsolescence à venir ou de mon inutilité à venir, donc c'est chouette. Je te pose quand même une des questions qui fait que toi, tu voyages de temps en temps en demi-30 glorieuses et que que t'aimerais partager aux personnes qui nous écoutent là. Est-ce qu'il y a un contenu culturel qui t'est cher, qui partage des valeurs, qui met en avant des valeurs que tu aimerais voir se développer en demi-30 glorieuses? C'est la question que je redoutais, parce que j'ai vu que tous mes collègues étaient capables de recommander des livres qu'ils avaient lus. J'avais même écouté l'épisode avec Benoît Kieffer de Tout en vélo que tu avais fait avec lui, où justement lui il parlait de la Horde du Contrevent, qui est un des rares livres que j'ai lu, donc que j'aurais pu citer. Mais moi il y a je vais parler d'un documentaire qui m'a profondément marqué au début de l'année. C'est un documentaire qui est passé sur Arte, qui rediffusait la track du Thunder par l'ONG Sea Shepherd. Je sais pas si tu l'as vu, mais moi ça m'a. Donc c'est un documentaire de plus d'1 heure et c'est la particularité de Sea Shepherd de filmer tout ce qu'ils font. Donc l'ONG de défense des océans. C'était quelque chose qui s'est passé du coup, je crois qu'il y a presque 10 ans. Ils avaient décidé de traquer un navire de pêche illégale en Antarctique. Donc navire qui était identifié par Interpol et qui était classé comme dangereux braconnier. Et Sea Shepherd a réussi avec un de ses bateaux à retrouver le Thunder et ensuite à l'a traqué pendant plus de 110 jours. Donc concrètement, il le collait et il lui intimait l'ordre de retourner à quai pour être contrôlé par les autorités compétentes. Et le Thunder a refusé, bien sûr, et du coup, pendant 110 jours, ils se sont relayés avec 2 bateaux pour suivre ce navire, ce navire-là. Et à la fin, à force de pression, le Thunder a décidé de se saborder lui-même en faisant couler ses propres indices. Donc les indices, c'était quand même la légine australe, donc le poisson qu'il n'avait pas le droit de pêcher en Antarctique. Et de me dire, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'était de me dire, bah, là, il y a des forces bénévoles qui s'engagent, qui vont sur un bateau, qui pendant 110 jours reste sur l'eau, à traquer un navire braconnier qui, bien sûr, fait des manœuvres pour essayer de les couler, pour essayer de les mettre à la faute, et que pendant 110 jours, ils continuent cette traque et qu'ils arrivent à leur fin bon, là, ça a fini par le Thunder s'est sabordé lui-même, mais du coup, l'a poussé dans ses retranchements pour faire respecter le droit international en plus. Et je te dis que ça m'a marqué parce que suite à ça, du coup, je me suis intéressé aux actions de Sea Shepherd. Et moi, c'est à la suite de tout ça que je suis devenu végétarien, parce que Sea Shepherd a tout ce discours qu'il produit sur aujourd'hui, les sociétés humaines produisent un système de prédation sur le vivant. Alors, c'est particulièrement sur le cas des ressources océaniques, et qu'on y participe malgré tout. Et je trouve que voilà, moi, en m'intéressant via ce documentaire et ensuite à tout le discours qu'a pu proposer Sea Shepherd, moi, c'est des choses qui m'ont marqué. Et je te dis, à la suite de ça, je suis devenu végétarien depuis 1 an maintenant. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça. J'ai interviewé dans le cadre du podcast 2030 Glorieuses Lamia Essemdali qui était la présidente et qui est peut-être encore d'ailleurs la présidente de France de Sea Shepherd et qui m'avait demandé de signer la préface de son livre Passé en poche à propos de la vie de Paul Watson. Donc c'est un combat qui me parle bien et moi qui étais végétarien, tu vois, pendant 12-13 ans à l'époque, peut-être une dizaine d'années, j'en rajoute un peu, et qui avait jusqu'alors toujours cédé à la pression sociale, notamment familiale,
du moment de Noël ou de l'anniversaire éventuel pour dire qu'à ma mère c'était pas grave si elle mettait du poisson et que j'en mangerais un petit peu. Et ben au sortir de cet échange avec Lamia, je me suis dit qu'il était temps d'assumer complètement et que tant pis. Et en fait le jour où je l'ai dit, et ben ça s'est passé comme une lettre à la poste et ça m'a fait du bien aussi pour continuer à mettre encore plus d'engagement et de cohérence dans mon assiette au quotidien. Donc c'est une valeur que je partage et je suis content que tu mentionnes ce documentaire qui doit en plus, je pense, se retrouver facilement sur Arte notamment. Un petit jeu là, je sais pas si tu as une fenêtre à proximité de toi en 2030 Glorieuses d'ailleurs, puisque là, tu le sais, on mène cette interview depuis les 2030 Glorieuses. Est-ce que tu es attablé à un bureau de Sea Shepherd justement sur un des bateaux d'exploration et qu'est-ce que tu y vois, ou sinon plus simplement toi qu'est-ce que tu vois à travers ta fenêtre là depuis les 2030 Glorieuses? Eh ben, je sais pas si tu sais, mais à Valence, il y a l'autoroute qui passe sur les quais du Rhône aujourd'hui, et pour moi, en 2030 Glorieuse, cette autoroute-là qui passe sur les quais et qui au final prive la ville de Valence de son accès au Rhône, pour moi, cette autoroute, elle a été piétonnisée, comme ça on peut se promener le long des bords du Rhône. Et sur la deuxième voie, on a fait une autoroute pour les cyclistes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de bruit quand on se promène dans les parcs de Valence. On n'a plus le bruit, le vrombissement de l'autoroute, et on a récupéré l'accès à notre fleuve, qui est le Rhône. C'est ce que je vois de ma fenêtre des 2030 Glorieuses. Par contre, pour savoir où est passée l'autoroute, je sais pas du tout. Pour moi, il y aura plus de voitures, mais s'il doit y en avoir, il faudra qu'elle passe ailleurs. Voilà, ça, c'est dit. Merci Jean-Baptiste d'avoir joué le jeu du voyage en 2030 Glorieuses avec moi. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur çacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!